bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de vision. À la croisée des chemins et 45 ans après la proclamation de l'unité nationale, le peuple sahraoui reste profondément déterminé à poursuivre sa lutte jusqu'au recouvrement de l'ensemble de ses territoires. Un combat qu'il mène d'abord en faveur de la légalité internationale, car dans ce conflit qui l'oppose au Maroc, le Sahara occidental se bat surtout pour son droit inaliénable à l'autodétermination, un droit confisqué par l'occupant marocain via des manœuvres illégales et des complicités internationales. Pour en parler, nous recevons ce soir M. Oubi Bouchraya Bachir, membre du secrétariat national du Front Polisario et chargé de l'Europe et de l'Union européenne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour nous avoir invités pour parler de l'actualité de notre combat au Sahara occidental pour l'indépendance et la liberté. Et vous êtes le bienvenu. Alors le Sahara occidental a célébré récemment le 45e anniversaire de l'unité nationale. Est-ce que le peuple, aujourd'hui le peuple sahraoui divisé physiquement par cette occupation illégale, reste conscient, selon vous, de l'importance que représente le socle de l'unité nationale pour l'avenir du Sahara occidental, tout simplement? Je crois que le 12 octobre, c'est le point de départ du train de la résistance du peuple du Sahara occidental contre la colonisation espagnole, mais aussi après contre l'occupation marocaine. La constitution du Polisario en 1973, c'était le message politique adressé aux Sahraouis et un appel à la résistance. Mais la journée du 12 octobre, c'était la réunion des Sahraouis qui étaient dispersés et même instrumentalisés et introduits dans la machine de la colonisation espagnole. C'est les notables, les chours sahraouis qui ont pris la responsabilité dans ce jour, bien sûr encadré par le Front Polisario, et de déclarer la volonté des Sahraouis d'avoir leur État indépendant et d'adhérer au principe du Front Polisario pour le combat de l'indépendance et l'autodétermination. Vous savez que le roi du Maroc, Hassan II, dans un de ses discours, a eu la prétention de croire que juste au bout d'une semaine, il va éteindre son autorité sur l'ensemble du Sahara occidental. Je crois que la déclaration des Sahraouis le 12 octobre, la proclamation de cette unité, la prise de conscience, mais aussi l'acte de responsabilité des chours et des notables sahraouis était l'acte qui a frustré le plan du roi du Maroc en 1975 à prononcer ce discours. On est en 2020, 45 ans après, les Sahraouis sont réunis, sont debout et ils s'identifient encore, peut-être plus que jamais. Qu'en est-il de la jeunesse, M. Bouchraya, aujourd'hui? Est-ce qu'elle adhère réellement? 45 ans sont passés, vous parlez des chouyours et des notables, mais qu'en est-il de la jeunesse? Est-ce qu'elle adhère à ce principe de l'unité nationale? La jeunesse sahraoui était la catégorie sociale qui a pris la responsabilité de fonder le Polisario. C'était les étudiants sahraouis. Ça, c'était en 75. Oui, en 75. Mais aujourd'hui? Exactement. Ils sont eux qui ont pris le combat. Aujourd'hui, malheureusement, après 30 ans de paralyse, d'impasse et de la non-tenue des promesses de la communauté internationale d'organiser le référendum d'autodétermination, cette frustration, au lieu de générer un abandon chez les jeunes de la cause, à radicaliser ces sentiments d'identification et de nécessité de soif de cette liberté, d'indépendance et de cette liberté. Ça, on le voit dans les zones occupées sous occupation, c'est les jeunes Sahraouis qui manifestent, qui sont eux qui sont en confrontation permanente avec les forces de l'ordre marocain. Et chez les zones libérées et les camps de réfugiés, nous, en tant que dirigeants sahraouis, on a du mal, on a beaucoup de difficultés
de contenir cette rage et cette volonté de reprendre les armes dès aujourd'hui. Donc, il y a une conscience croissante chez les jeunes. Ils ont expérimenté la vie, une grande partie, ils ont émigré en Europe, dans les pays voisins. Ils sont arrivés à la conclusion comme quoi un État indépendant au Sahara occidental, c'est la seule garantie de prospérité pour les Sahraouis. Alors, vous êtes le représentant du Front Polisario, donc à la fois en Europe et à l'Union européenne. Vous dites que l'Union européenne, on va avec vous connaître un petit peu la vision de l'Union européenne sur ce conflit qui oppose donc le Sahara occidental au Maroc. Vous dites d'ailleurs que l'Union européenne ne reconnaît pas la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, les institutions européennes ayant statué sur la séparation des territoires des donc deux parties. Vous parlez d'ailleurs d'une prise de conscience juridique beaucoup moins politique en fait. Est-ce que vous pourriez expliquer ces déclarations? Dans le contexte européen, bien sûr, la position politique qui est partagée pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne, c'est l'appui au droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental comme un moyen, comme le seul moyen de régler ces conflits. Maintenant, il y a trois catégories de pays européens. Il y a la première catégorie qui est les pays nordiques, qui sont d'une tradition favorable au mouvement de libération à travers l'histoire. On a une solidarité assez solide si la partie officielle, mais aussi si la partie populaire. La deuxième catégorie, ce sont des pays qui se limitent à se prononcer, bien sûr, qui ne reconnaît pas aucune souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais qui se limitent à se prononcer en faveur du droit international, à la doctrine onusienne en la matière. Mais on a malheureusement la troisième catégorie qui est constituée par la France et l'Espagne, qui sont deux pays qui sont favorables à la position marocaine, et je crois qu'ils sont les deux pays responsables sur cette dérive qu'on constate parfois pro-marocaine chez les institutions européennes. Vous parlez tout à l'heure de la Cour de justice et la prise de conscience juridique. Les juges européens, ils ont décidé que le Maroc est une puissance occupante du Sahara occidental, les territoires sont séparés et distincts, et que bien sûr le Front Polisario est le seul et légitime représentant du peuple du Sahara occidental, et que l'exploitation des ressources de ce territoire ne peut se faire sans le consentement de ce peuple. Et le consentement, on l'exprime exclusivement à travers la consultation de représentants de ce peuple qui est le Front Polisario. Mais le Conseil de l'Europe et la Commission, ils ont décidé autrement. Ils ont essayé de contourner et l'esprit et la lettre des décisions de la Cour de justice européenne, et ils ont fini par trouver un accord avec la puissance occupante, le Maroc, pour l'extension de l'espace d'application de ces accords. On va comprendre un petit peu le jeu, en fait, les manœuvres du Maroc et de ses complicités dont vous parlez, internationales, pour un petit peu détourner le cadre juridique en faveur du Maroc. Vous parliez de l'arrêt de 2016. Celui-là est important parce que vous dites qu'il a marqué un tournant important dans le début de la fin de l'exploitation, notamment des richesses du Sahara occidental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement comment... C'est un tournant parce qu'on avait besoin d'une actualisation juridique de cette dimension liées au conflit du Sahara occidental, concernant le Maroc comme une puissance occupante, le droit à l'autodétermination, etc., etc. Mais aussi était nécessaire
pour mettre l'Union européenne devant ses responsabilités et montrer aux citoyens européens qu'au nom de citoyens européens, il y a une violation du droit international au Sahara occidental. L'importance de décision de cet arrêt et celui de 2018 aussi, et le fait que maintenant, le Conseil de l'Europe ne viole pas seulement le droit international, mais le droit européen aussi. Parce que maintenant, on a des arrêts bien établis. Qui seraient en contradiction avec eux-mêmes, en fait. Bien sûr, et ça, je crois que aujourd'hui, après l'introduction des appels du Front Polisario contre l'extension de désaccords concernant l'association et la pêche, on est en position beaucoup plus favorable de gagner le requête, puisque en 2016 et 2018, on a déjà une base bien établie par la justice européenne. Alors, vous détricotez un petit peu les possibles retombées dites positives de cet arrêt de 2016. Désormais, les produits alimentaires en provenance du Sahara occidental occupé ne pourront accéder au marché européen qu'avec un étiquetage précis sur leur provenance. Une mesure que vous dénoncez pourtant, vous dites que c'est une manière de donner une sécurité juridique aux entreprises européennes, notamment, qui seront impliquées dans la colonisation du Sahara occidental. Il y a pourtant ce mouvement connu, le mouvement BDS, qui a permis à certains pays de dénoncer l'occupation coloniale israélienne sur les territoires palestiniens. Est-ce que ce ne serait pas un début aussi pour dénoncer la présence marocaine au Sahara occidental? Peut-être que du point de vue politique, visibilité et politique et peut-être médiatique et des campagnes de sensibilisation au niveau de la société civile seraient positives, mais ce n'est pas une demande du Front Polisario et ne le sera jamais l'étiquetage des produits provenant du Sahara occidental. Ce que nous demandons, c'est l'application des décisions de la Cour de justice, c'est-à-dire arrêter d'importer les produits du Sahara occidental sans qu'il y ait un consentement explicitement prononcé par le peuple du Sahara occidental. Ce qui nous intéresse, c'est de rompre avec cette dynamique initiée par l'Union européenne d'alimenter l'économie de la colonisation marocaine du Sahara occidental. L'étiquetage serait un détail pour nous et n'est pas une... Vous dites que ce n'est pas du tout d'ailleurs une revendication du Sahara occidental. Du tout, c'est pas une revendication de nous. La principale revendication, c'est d'appliquer la décision de la Cour de justice et de arrêter de faire du commerce avec la puissance occupante du Sahara occidental qui est le Maroc. Un des retombées le plus important de différentes décisions de la Cour de justice, c'est le fait qu'aujourd'hui, depuis 2016 jusqu'à maintenant, il y a un grand nombre de sociétés internationales qui ont décidé d'abandonner leurs activités économiques au Sahara occidental. Canadiennes, américaines, suisses, allemandes, entre autres. Donc, voilà l'impact pratique sur l'activité économique du Maroc. Et les accords pour l'extension des champs d'application des accords entre le Maroc et l'Union européenne, je crois qu'ils tomberont dans leur tour après la nouvelle décision de la Cour de justice qu'on attend vers février ou mars 2021. Alors justement, le Front Polisario a déposé devant la Cour européenne 2 requêtes en annulation de cet accord d'association et contre l'accord de pêche aussi, signé illégalement entre l'UE et le Maroc. Où en sont donc aujourd'hui les négociations autour de cette annulation? Est-ce qu'il y a réellement une perspective dans ce sens d'annuler ces accords? On est très optimiste dans ce sens.
D'abord parce qu'il y a une base, il y a les décisions de 2015, 2016 et 2018, il y a une prise de conscience beaucoup plus importante de la part des juges, mais aussi de diplomates et de l'opinion publique européenne en général. On a déposé les deux requêtes en mars et en juillet contre l'accord d'association et l'accord de pêche. Concernant l'accord d'association, le délai pour recevoir les écrits des parties intéressées est clos. On avait l'écrit de la part du Front Polisario, l'écrit du Conseil de l'Europe, et contre l'association, seulement la France. On se souvient qu'en 2015-2016, il y avait un nombre de 6 ou 7 pays européens qui ont venu présenter des mémorandums pour appuyer la position de la France et le Conseil de l'Europe. Ça a évolué. Ça a évolué. Ouais. C'est seulement la France qui présente un mémorandum maintenant. Et concernant l'accord de pêche, on est, je crois, encore dans le délai de recevoir les écrits de parties intéressées, mais c'est seulement l'Espagne et la France qui ont présenté des mémorandums pour défendre l'accord d'extension. Ça, c'est un peu pour mesurer l'impact sur le pays individuellement des décisions de 2015, 2016 et 2018. On est à l'attente de fixer la date pour une audience publique, parce que, surtout pour l'accord d'association, on organise une audience publique pour que les juges puissent avoir beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'informations. Et après, on attend la décision vers février ou mars concernant l'accord d'association. Mais d'après la composition de la salle qui va se prononcer, oui, siéger, et la base qu'on a, les décisions, on est très optimiste et je crois qu'il y aura une réaffirmation de même principe. Surtout que maintenant, l'Union européenne et le Maroc sont dans l'illégalité d'une façon beaucoup plus explicite. Parce qu'auparavant, avant 2015, c'était signé entre le Maroc et l'Union européenne, et l'application au Sahara, ou l'extension au Sahara occidental, c'était une interprétation seulement. Maintenant, cette fois-ci, après le jugement de la Cour, c'est noir sur blanc. C'est un accord d'extension. Oui. Et vous dites justement que dès le moment où le Maroc signe un accord d'extension, il reconnaît qu'il faut étendre l'accord UE-Maroc à un territoire sur lequel il n'est pas souverain. C'est une subtilité juridique que les deux parties n'auraient pas prise en compte. Bien sûr, quand on est occupant, on est condamné à commettre beaucoup de contradictions. Oui. Parce que l'occupation en soi est un acte contre nature. Donc, quand on signe un accord d'extension du champ d'application vers le Sahara occidental, explicitement, on reconnaît qu'on n'est pas chez soi, que le Sahara occidental n'est pas le Maroc. Et ça, c'est un document qui a été signé par le gouvernement marocain avec l'Union européenne. Et ce n'est pas le premier. Le gouvernement marocain a signé un autre accord, un mémorandum avec le gouvernement néerlandais en 2014 sur l'accord des pensions. Là où le Maroc reconnaît aussi officiellement que le champ d'application de cet accord ne vaut pas pour le Sahara occidental, parce que la Hollande ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur ce territoire. Ça, c'est aussi un indice de plus sur ce qu'on attend vers la fin de cette année et le début de l'année prochaine. Alors vous qui êtes un haut dirigeant du Front Polisario, est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui une vision plus ou moins précise sur l'ampleur de l'occupation et de l'exploitation des richesses par le Maroc, des richesses sahraouies? Et ce que les annulations de ces accords pourraient avoir comme retombée sur l'économie marocaine? Comme vous savez, la décision d'occuper le Sahara occidental était une décision pour répondre
a un agenda d'ordre intérieur. Le roi Hassan II se trouvait en difficulté, beaucoup de coups d'État, un déficit de légitimité qui se transforme en la répétition du coup d'État militaire. Il avait le besoin d'occuper l'armée avec un conflit en dehors des frontières du Maroc, et voilà qu'il a décidé d'occuper le Sahara occidental. Donc c'était un acte de survie de la part du roi du Maroc, mais avec le passage du temps, le Maroc a pris l'appétit d'avoir le Sahara occidental et son exploitation économique, et les chiffres aujourd'hui sont colossaux de revenus que le Maroc retient de cette occupation, pas seulement dans les phosphates, mais aussi la pêche et même des produits agricoles, là où la Maison royale a le monopole de toute une partie du Sahara occidental, de développer les fameuses cerises qu'on importe, tomates cerises qu'on importe sur le marché européen. L'activité économique, au fur et à mesure que l'occupation perdure, commence à avoir de l'importance au lieu de l'importance politique qui était au départ le plus important. Maintenant, l'activité économique, la rentabilité de l'occupation du Sahara occidental devient quelque chose d'important. Le poste de travail, par exemple, seulement dans le secteur de pêche, presque 200 000 pêcheurs marocains, ils sont sur les côtes du Sahara occidental, et on ne parle pas sur l'énergie renouvelable, les projets d'exploitation de ce secteur avec des fermes allemandes et italiennes. Donc l'ampleur est plus important. Et pour cela, pour nous, comme comme dirigeants sahraouis, ou comme peuple sahraoui dans son ensemble, on a l'obligation de combattre ce front, parce qu'il fait partie vital de la réalité de l'occupation de notre pays. Et vous dites d'ailleurs que la propagande marocaine va s'évanouir ou va s'arrêter devant l'indépendance des tribunaux internationaux. En fait, l'arme aujourd'hui principale du Polisario, c'est l'arme juridique que vous allez utiliser face à cette occupation illégale. Oui, exactement. Notre lutte s'installe depuis toujours dans la légalité. Donc le droit est la référence le plus important dans notre combat, alors que la force peut-être que c'est la référence pour le Maroc dans ce conflit. Donc la partie droit est très importante pour travailler, pour actualiser aussi d'où vient l'importance des décisions de la Cour de justice. Parce que après la décision de la Cour internationale de la justice en 1975, ça c'est la première mise au point de l'aspect juridique de cette dimension. Donc c'est très important. Mais le droit ne suffit pas. Pour cela qu'on est dans beaucoup de chantiers de résistance ouverts dans les zones libérées, les camps de réfugiés, dans les zones occupées surtout, la bataille diplomatique, bien sûr, parce qu'on sait que pour avoir ces droits, il faut se battre. Il ne suffit pas d'avoir le droit et s'asseoir chez lui en croyant que en soi c'est une garantie de Quels sont les moyens de résistance aujourd'hui, puisque vous ouvrez un petit peu la parenthèse, quels sont les moyens de résistance des Sahraouis, notamment dans les territoires occupés, où on sait que depuis 2010, le campement démantelé par les forces marocaines, le campement de Gdeim-Izik, on s'en souvient, et qui va célébrer donc les 10 années, 10 années depuis que les Sahraouis ont été emprisonnés dans les geôles marocaines, les prisonniers de Gdeim-Izik. Depuis lors, il n'y a pas eu comme ça de visibilité sur le combat des Sahraouis, en tout cas aussi retentissant. Oui, en fait, l'installation des camps de Gdeim-Izik était un acte qui a culminé tout un processus initié surtout depuis 2005, le début de l'intifada pacifique au Sahara occidental.
c'était une preuve encore de cette capacité de peuple opprimé d'être créatif et de résister de différents moyens. Pacifiquement, bien sûr, pacifiquement. Il a remis la volonté et le désir d'être libre dans le centre de préoccupation des Sahraouis. Il a remis la tente, la Khaïma sahraoui comme symbole d'identité, mais aussi attachement à la terre, aussi dans le centre du scénario de la résistance sahraoui. Et après le démantèlement sauvage, brutal de la part des forces marocaines, a donné naissance à une nouvelle donne qui est la résistance pour la libération des prisonniers politiques de Gdimizik. Oui. Gdimizik a en fait enfanté plusieurs combats. Exactement. Oui. Donc le Gdimizik a donné naissance à d'autres aussi dynamiques de résistance pacifique des Sahraouis, que ce soit pour exiger la libération des prisonniers. Il faudrait rappeler d'ailleurs combien il serait estimé, combien dans les geôles marocaines. Maintenant, de prisonniers politiques en général, on a une cinquantaine de prisonniers politiques, mais alors les disparus, les gens torturés en pleine rue. Et il y a des vidéos qui circulent, c'est les manifestations que les Sahraouis organisent dans le cœur du pouvoir marocain, à Rabat, devant les tribunaux marocains, avec les slogans sahraouis, avec les banderoles et tout ça. Et la même chose dans différentes villes du Sahara occidental. Donc les réseaux sociaux peuvent être un moyen aussi de faire passer un petit peu le message de la résistance des Sahraouis aujourd'hui. Exactement. Je crois aussi que surtout les activistes, les militants sahraouis sous occupation, ils ont opté pour ce moyen, puisque le Maroc, il continue à siéger le territoire, à enfermer les territoires, bien sûr avec la complicité de la communauté internationale, parce qu'on se demande toujours comment se fait-il qu'un groupe de parlementaires européens qui représente une institution aussi respectueuse comme le Parlement européen, qui représente à son tour l'ensemble des citoyens européens, sont refoulés sur le pied des avions par les autorités marocaines sans qu'il y ait un commentaire officiel, un communiqué officiel de la part du Parlement européen ou des institutions. Il y a eu aussi les fonctionnaires de la MINURSO, il y a des expulsions. Ça, c'est un autre scandale. Hein? L'inaction, l'inutilité de la MINURSO au Sahara occidental. Peut-être qu'on y reviendra. On va y arriver, bien sûr. Mais malheureusement, la MINURSO aujourd'hui ne fait pas son mandat initial politique qui était l'organisation du référendum au Sahara occidental. On va y revenir, mais juste pour terminer sur le combat aujourd'hui à l'intérieur des territoires occupés, le combat des Sahraouis. Il y a aujourd'hui des associations, des jeunes qui sont regroupés autour de la cause sahraoui et comment ils l'expriment aujourd'hui à travers le monde. Oui, on a tout un mouvement populaire, pacifique, qui résiste l'occupation malgré la brutalité des forces marocaines. Et malgré la présence et les quadrillages quotidiens des maisons des activistes sahraouis, par exemple, aujourd'hui, il y a un sillage de quasi la totalité des maisons des activistes sahraouis à Laayoune, l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine. Ses membres, dans leur totalité, sont aujourd'hui assignés à résidence non déclarée, avec les voitures de police stationnées devant les maisons. Ils empêchent tout accès et contact avec les activistes politiques, et ça, il s'applique au reste des activistes sahraouis dans les différentes villes.
pour faire face à cette réalité de répression, les activistes sahraouis essayent d'exploiter les réseaux sociaux, Équipe Média par exemple, qui est un collectif de journalistes sahraouis qui ont recueilli pas mal de prix au niveau international, et ils sont en train de mettre en place une action très importante pour dénoncer l'occupation, mais aussi pour assurer une certaine ouverture de ce territoire vers l'extérieur. Il est enfermé par les forces d'occupation marocaine, mais à travers les films, à travers les photos, à travers les témoignages qu'Équipe Média, entre autres, bien sûr, sites et collectifs de journalistes sahraouis font passer à l'extérieur. Il y a sur une certaine visibilité et présence de la résistance sahraoui, mais aussi des souffrances. Ce qui doit mettre les responsables internationaux, surtout en Europe en l'occurrence, devant leurs responsabilités, d'autant plus que c'est un territoire avec un statut reconnu. Il n'y a aucune ambiguïté juridique en fait sur le statut du Sahara occidental qui représente la dernière colonie d'Afrique. Alors nous sommes à la veille de la célébration de Gdeim-Izik, de cet événement de Gdeim-Izik. Est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, vous dites qu'il y a une chape de plomb sur la résistance sahraoui de la part du Maroc, est-ce qu'on peut imaginer d'autres Gdeim-Izik pour plus de visibilité de ce combat, de ce conflit qui reste peu connu dans le monde? Je suis sûr et certain, la créativité des Sahraouis n'a pas de limite. Malgré la répression dont vous parlez? Malgré la répression, en 2009, personne ne croyait qu'un événement comme Gdeim-Izik allait se reproduire au Sahara. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour Gdeim-Izik, est-ce qu'il y a aujourd'hui une série comme ça d'événements qui pourrait arriver à un point culminant et provoquer un deuxième Gdeim-Izik? Est-ce qu'il y a une répression et une réalité aujourd'hui difficilement supportable? Exactement. Il y a eu tout récemment un saut qualitatif dans pas seulement le wording, mais l'action des organisations, des activistes sahraouis. On avait des organisations qui étaient formées un peu pour le respect des droits de l'homme au Sahara occidental, pour qu'ils militent bien sûr avec un message politique très clair, mais d'apparence c'est le droit de l'homme, et c'est le respect des droits de l'homme, avoir des contacts avec les partenaires internationaux. Mais tout récemment, il y a eu la formation par un grand nombre de militants sahraouis, dont Aminatou Haïdar, la militante sahraoui, très connue, et qui ont décidé de mettre en place une plateforme, une instance qui s'appelle l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine. Donc, on s'installe maintenant dans le message politique très clair pour dénoncer l'occupation. On n'est plus dans la logique de droits de l'homme seulement et de respect des droits de l'homme, sinon la bataille politique pour dénoncer l'occupation et se prononcer de la façon la plus claire de s'identifier avec le Front Polisario, avec le programme du Front Polisario en tant que représentant du peuple du Sahara occidental et pour dénoncer l'inaction de l'ONU et de la communauté internationale pour décoloniser le territoire du Sahara occidental. Alors vous qui êtes, M. Bouchraya, diplomate, représentant du Front Polisario en Europe et à l'Union européenne, vous parliez des droits de l'homme, c'est une bataille en elle-même, cette partie en fait du conflit avec le Maroc. Les droits de l'homme aujourd'hui des Sahraouis sont systématiquement bafoués dans les territoires occupés. Que faites-vous aujourd'hui pour faire avancer ce dossier des droits de l'homme, sachant que la MINURSO reste la seule force de l'ONU à être dépourvue d'un mécanisme de surveillance des droits de l'homme sur le terrain? C'est une exception dans le monde. Bien sûr, c'est d'abord la responsabilité des activistes sahraouis qui souffrent la répression quotidienne face aux forces d'occupation marocaines. Ils font des déplacements parfois dans le monde pour dénoncer ça. Il y a une action
menée au niveau de Genève, les Nations Unies au Genève, surtout le Conseil de droits de l'homme. Et de plus en plus, il y a une prise de conscience chez le Conseil des droits de l'homme, les procédures spéciales, les rapporteurs, sur l'ampleur de cette tragédie, de cette tragédie au Sahara occidental. Il y a aussi le CICR qui a un mandat particulier sur le Sahara occidental comme étant un territoire occupé, il y a une responsabilité particulière et il s'intéresse de plus en plus surtout au sort des prisonniers politiques dans les prisons. Il y a un intérêt, mais il est toujours conditionné par ce manque d'intérêt politique, surtout au niveau du Conseil de sécurité. Si la MINURSO, malheureusement, c'est l'œil, ça devrait être l'œil de la communauté internationale sur place. Il nous arrive souvent que des activistes sont tabassés, torturés, quelques mètres de siège central de la MINURSO à Laayoune. Malheureusement, aujourd'hui, on arrive au constat que la MINURSO progressivement devient un instrument de plus pour consolider l'occupation du Sahara occidental au lieu d'avoir la responsabilité initiale de décoloniser ce territoire. Alors le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé que la question, malgré tous ces blocages, que la question du Sahara occidental était toujours sur la table de l'Assemblée générale de l'ONU en tant que question de décolonisation. Le président sahraoui, Ibrahim Ghali, a lui estimé que le rapport de cette année, le rapport du SG de l'ONU sur la situation du Sahara occidental ne reflétait pas du tout la réalité des Sahraouis. Quel est votre comment? Qu'il était même réducteur, ce rapport, selon lui. La lettre du président sahraoui reflète exactement la même appréciation, pas seulement de la direction du Front Polisario, mais aussi du peuple du Sahara occidental dans son ensemble. Il y a une frustration à l'égard de l'ONU dans son ensemble, mais surtout au secrétariat et au Conseil de sécurité, puisque ce sont les deux institutions saisies d'une façon constante de la question du Sahara occidental. Vous vous souvenez que l'année dernière, l'ONU a réussi à générer une dynamique positive avec la nomination de Kohler, les réunions de Genève, la réduction du renouvellement de mandat de la MINURSO de 6 mois au lieu d'un an. Il y a des puissances qui ont montré un intérêt pour pousser les choses vers la résolution du conflit. Ça s'est bloqué après la démission de Kohler, mais surtout après la décision 2494 en octobre 2019. Et ça, pour nous, cette résolution a marqué une autre direction du cours des choses en relation avec les rapports avec l'ONU et surtout avec la mission de la MINURSO. Pour les téléspectateurs cette décision, le contenu de cette décision, cette résolution. Immédiatement après l'adoption de cette résolution du Conseil de sécurité, qui nous a reconduit au point de départ. On est exactement dans la même logique de 2017, 2016 et avant. C'est le renouvellement automatique de la MINURSO. C'est un jeu même vis-à-vis du wording de la résolution et le partage de quelques paragraphes un peu pour accommoder la vision du Maroc. Il n'y a pas eu une décision claire et une prise claire de responsabilité pour faire avancer les choses. Nous, on est là depuis 30 ans, on attend un seul jour d'exercice de notre droit démocratique à l'autodétermination. On a concédé beaucoup au fil de ces années. Je vous expliquais tout à l'heure notre plan en 2007, qui était notre façon de formuler
notre contribution dans la facture de la paix, ce qui n'est pas le cas au Maroc. On est arrivé même à afficher une volonté de régulariser les colons marocains, d'avoir une exploitation conjointe des ressources du Sahara occidental, des assurances sur la sécurité frontalière entre les deux pays dans le cas où le référendum aboutira sur l'indépendance. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, c'est la partie sahraoui qui faisait ces contributions positives pour faire avancer les choses. Mais malgré tout ça, on n'a pas une réponse positive de la part surtout des conseils de sécurité. Le peuple sahraoui dans son ensemble, mais la direction et le dernier congrès du Front Polisario décembre en 2019, ils ont décidé de réviser notre relation et notre contribution, notre engagement au processus de règlement. C'était une déclaration assez forte d'ailleurs qui a marqué un tournant dans l'implication. Exactement, c'était une décision politique du Congrès et aujourd'hui on est dans la formulation des points pratiques pour traduire cette décision politique. C'est la relation avec la MINURSO sur place. On n'est plus dans la volonté de permettre à la MINURSO d'avoir des doubles mesures, des relations avec les deux parties en concernant les plaques de voitures, les tampons de passeports, et même les patrouilles dans les zones libérées et les zones occupées, le même degré de supervision du respect de termes de cessez-le-feu, le gargarat par exemple, qui est une brèche illégale introduite par le Maroc depuis 2001. On a dénoncé, le secrétaire général a appelé à sa fermeture, mais aujourd'hui, c'est le Maroc et le secrétaire général qui veut induire l'opinion internationale en erreur, comme quoi cette brèche est un moyen de développer la région, alors que c'est établi sur la violation du cessez-le-feu. Il y a un appel des Sahraouis pour fermer cette brèche, et parce qu'elle est devenue aussi un instrument pour alimenter la colonisation de notre territoire. Il y a la réception aussi des envoyés de l'ONU, surtout le représentant spécial du secrétaire général, qu'on devrait le recevoir exclusivement dans les zones libérées, puisque le Maroc le reçoit dans la partie occupée. Donc, ce sont des pratiques qu'on a tolérées pour contribuer à Donc il va y avoir un changement d'attitude, c'est ce que vous affirmez ce soir. Il va y avoir un changement d'attitude du Front Polisario vis-à-vis du processus de paix de l'ONU. Exactement. On a fait le prononcement politique sur le principe. Maintenant, on est rentré dans la phase d'exécution, de pratique de cette prise de décision politique. Alors, malgré tous les blocages dont vous parlez, la situation alarmante dans la zone tampon d'Al Gargarat, les velléités annexionnistes du Maroc, l'échec de l'exécution du mandat de la MINURSO, on observe pourtant un activisme diplomatique intense de la part du Maroc, voire une campagne de manipulation, comme le disent certains, qui reflèterait, selon des observateurs, les appréhensions du régime marocain de la réunion du Conseil de sécurité en cours consacrée à la question sahraoui. Est-ce qu'il pourrait y avoir des développements que le Maroc pourrait craindre dans cette session du Conseil de sécurité, fin octobre? Moi, je crois que d'abord, la décision du Front Polisario de reconsidérer sa participation dans le processus, il y a l'échec qui est constaté par tout le monde, hein, y compris par pays influents au sein du Conseil de sécurité. Il n'y a pas de progrès. Auparavant, on avait un pilote au volant, qui était l'envoyé personnel du secrétaire général. Mais depuis mai 2019, même qui est bien sûr sa nomination, c'est pas un objectif en soi, mais qui reflète un certain intérêt du Conseil de sécurité et du secrétaire général pour faire avancer les choses. Même avec ça, on est là depuis mai 2019 jusqu'à aujourd'hui sans
sans un envoyé personnel du secrétaire général. Ça, c'est un reflet d'un manque dangereux de volonté politique et de la part du Conseil de sécurité, mais aussi du secrétaire général de Guterres. Donc, moi, je crois que c'est le Maroc qui se trouve dans la défensive, mais aussi l'ONU, parce qu'il y a le constat évident pour tout le monde qu'il n'y a pas de développement, et par conséquent, on ne voit pas aucun intérêt de l'existence de la MINURSO au Sahara occidental. Ouais. Alors on va terminer avec une question sur les soutiens aujourd'hui de la cause sahraoui. Ici en Algérie, le président Tebboune a réaffirmé l'attachement de l'Algérie à la cause sahraoui, qu'elle aboutisse à une solution pacifique, qu'elle aboutisse surtout à l'autodétermination du peuple sahraoui. Qu'est-ce que représentent aujourd'hui ces soutiens? On sait qu'il y a l'axe Alger-Abuja et l'Afrique du Sud qui est un fervent, qui est très solidaire aussi de la cause sahraoui. Que représentent aujourd'hui ces soutiens, dont l'Algérie, pour l'avancement sur ce dossier du Sahara occidental? Le discours du président Tebboune et la position prononcée par le président pour réaffirmer le soutien du peuple, le soutien de l'Algérie à la cause du peuple du Sahara occidental est toujours très important. Mais il a une importance particulière cette fois-ci, parce que l'Algérie venait de sortir d'une nouvelle dynamique, c'est la nouvelle Algérie. Le Maroc croyait qu'avec l'émergence d'un nouveau gouvernement en Algérie, peut-être les choses vont changer. Ça, c'était une mise au point très importante par le président de l'Algérie, comme quoi Alger est toujours fidèle à ses principes de soutien à la cause du peuple du Sahara occidental, parce que vous vous souvenez, l'Algérie, le Maroc faisait pari toujours sur le développement, quel que soit minimal par exemple, pour croire que peut-être il y aura un changement. On se souvient qu'après la mort de Boumedienne, le Maroc a fait toute une campagne comme quoi ça y est, le soutien au Polisario va disparaître. Après la décennie noire, il a fait exactement la même chose. Et aujourd'hui, après les événements de 2019 et tout ça, le Maroc a fait circuler toute une propagande comme quoi, ça y est, c'est une nouvelle Algérie, mais la nouvelle Algérie est submergée pour réaffirmer exactement la position constante du peuple et du gouvernement algérien. Et on est vraiment fiers du fait que cette position est bien partagée par le peuple dans son ensemble et le gouvernement en Algérie. Monsieur Obi Bouchraya Bachir, je rappelle que vous êtes membre du secrétariat national du Front Polisario et chargé de l'Europe et de l'Union européenne. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis dans ce nouveau rendez-vous de vision. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.